Cure-Pipe. Aujourd'hui, le temps est au beau fixe. Il fait soleil. Mais d'ordinaire, elle a de vieilles habitudes de pluie. Elle ne fait pas pousser des mini-gratte-ciel à la manière de Port-Louis, la capitale. Mais elle affiche un petit air de vieille France, à l'exemple de sa mairie et de cette salle de délibération du conseil municipal. Un petit air de vieille France, avec ses vieux bois, ses bâtiments et ses vieilles pierres. Carrioles, omnibus et diligences véhiculaient les colons qui faisaient la navette entre les deux ports. Le trajet était éreintant. On s'arrêtait à mi-chemin à un lieu dit Cure-Pipe pour se reposer, se restaurer, et certains aussi pour curer leurs pipes. D'où paraît-il ce nom de Cure-Pipe? Appellation d'ailleurs controversée. Car le nom de Cure-Pipe paraît pour la première fois dans les archives en 1790. À noter qu'il y a aussi un petit village dans les Landes, en France, du nom de Cure-Pipe. Au tout début du XVIIIe siècle, ou si vous le voulez depuis toujours, Cure-Pipe, on le sait, n'y était pas. Il y avait à la place une forêt. Une forêt dans une forêt, disait-on à l'époque. L'autre forêt, c'était notre île elle-même. Puis vint le vieux grand port et Port-Louis. Et la route qui reliait les deux ports s'appelait le Grand Chemin. L'omnibus prima donna était de l'établissement Kelly, et la diligence de M. Barry prenait 3 piastres pour l'aller-retour à l'époque. Avec des images de la ville d'aujourd'hui, prenons un raccourci dans l'histoire pour évoquer le village d'hier. Cure-Pipe fut donc un relais. Nous sommes au début du XIXe siècle, avec un poste militaire jusqu'aux environs de 1836 ou 1837. Une auberge, celle de Madame Cochrane, une Irlandaise. L'hôtel Furcy, qui joua un rôle important dans la vie des premiers Cure-Pipiens. Jean-François Furcy, français d'origine, débarqua à Maurice en 1830. Et cette année-là, Cure-Pipe ne comptait que 4 maisons au total. 4 maisons et quelques cahutes de charbonniers. Et la mare aux joncs, dont voici le reliquat. Dans mon enfance, c'était une mare. C'était le lac de l'hôtel de ville. Et il y avait toujours de l'eau là-dedans. Et maintenant, c'est sec. On commença à habiter le bas de Cure-Pipe, où le climat était plus sec. Le célèbre navigateur Jean-François Gallo, comte de la Pérouse, avait acheté à Eau-Coulée une propriété de 156 arpents. C'était le 29 avril 1775. Derrière cet achat se trouvait une belle histoire d'amour. À Ménil,
se trouvait la sucrerie de messieurs Chéron et Roussel, le Bon Accord. Mais l'histoire retient aussi d'autres noms, comme celui de Matthew Flinders, navigateur anglais, prisonnier à Maurice de 1803 à 1810. La plus vieille habitation après celle de la Pérouse était celle de la famille La Hausse de la Louvière. Cette dernière possédait une partie de la colline de Trosser, celle où fut construite Belvédère, la maison de Sir Virgile Naz. Il y a deux facteurs qui ont contribué à l'érection de la ville de Kirkby. La malaria et le train. La malaria a fait les gens fuir les côtes où se trouvait l'anophèle qui diffusait la malaria. Et ensuite, le train était le moyen de communication entre cette nouvelle agglomération et Port-Louis principalement, mais également Maillebourg. Une épidémie de malaria qui ravagea Port-Louis en 1861 fut suivie d'un exode de ses habitants vers les hauts plateaux. Le mouvement s'amplifia quand la voie ferrée entre Port-Louis et Maillebourg fut ouverte à la circulation le 18 octobre 1865. Curpip eut sa gare en cette même année. Et le train allait désormais rythmer la vie des Curpipiens. Le Last Passenger Train a roulé de Curpip à Port-Louis en 1956. Le train était le moyen de communication entre cette nouvelle agglomération et Port-Louis principalement, mais également Maillebourg. Alors, le train, donc, pendant tout le temps qu'il a roulé, a joué un grand rôle à Curpip. On l'entendait nuit et jour, n'est-ce pas? L'existence curpipienne était scandée par les sifflets et le bruit du train sur les rails entre Forestside et Curpip Road. Et mon souvenir personnel, c'est que j'étais au collège à Quatre-Bornes et j'avais à prendre le train 2 fois la semaine. Je partais le lundi, j'allais en pensionnat à Quatre-Bornes et ensuite je remontais le vendredi. Mais il y avait beaucoup de collégiens qui allaient tous les jours, qui faisaient le mouvement tous les jours. C'est-à-dire qui descendaient le matin, qui remontaient l'après-midi. Vous avez donc tout un mouvement, n'est-ce pas? Il y avait les enfants du Collège Royal qui arrivaient aussi et qui repartaient. Il y avait tout un mouvement d'élèves voyageant par le train, et également énormément de travailleurs qui partaient par l'industriel à, je crois, à 5h30 du matin. C'était le premier train qui partait. Et ensuite, les employés de bureau qui partaient tout au long de la matinée et qui revenaient tout au long de l'après-midi. Donc, vous voyez tout de suite l'activité que ça représentait autour de la gare de Curpip, qui n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Yann Palak. Le passé a retenu, entre autres, plusieurs endroits. Parmi, la mare aux joncs, autour de laquelle fut bâti Curpip. 2 tombeaux à Trosser, comme celui de Madame La Hausse de la Louvière et celui de Madame Félix Huette de Froberville. La tombe de Froberville et se trouvait au bout de la rue Naz. Quand vous prenez la rue Naz et que vous entrez dans les cours qui existaient à l'époque dans cet endroit-là, il y avait là la tombe de Froberville et probablement que la tombe de La Hausse devait être à côté, mais ça se trouvait dans le jardin de quelqu'un. Il y a également les 4 tombeaux du camp malgache sur le versant face à la rue Guibert. Ces tombes, dit-on, sont celles des premiers propriétaires malgaches d'esclaves libérés. Les esclaves libérés, qu'on appelait à l'époque les apprentis, nombreux parmi les esclaves malgaches ou les apprentis malgaches qui étaient libérés, sont venus, certains comme squatteurs
et d'autres qui ont acquis des terres sur les versants de Trosserve, qui n'était pas un haut lieu résidentiel à l'époque. Donc il y a eu acquisition de terres et il y a eu dans le temps un camp qui s'appelait camp malgache, qui s'appelle toujours camp malgache, mais qui a changé de physionomie. Mais nous avons quand même, ici à la mairie, des documents qui prouvent que les descendants d'esclaves étaient propriétaires de terrain sur les versants de Trosserve. Curepipe fut construite sur des marécages où poussaient, dit-on, des plantes d'azalée en grand nombre. Surplombée par les 600 mètres de Trosserre, le soir, elle brille de 1000 feux. D'où le choix, en 1960, de doter les armes de la ville d'un mont surplombé d'une étoile de bandes ondulées représentant les marécages. La devise est celle-ci: sur les hauteurs, je brille. Le village de Curepipe se fit ville le 27 mars 1867. Le premier président fut Sir Virgile Naz. Mais en 1951, le board cède la place à un conseil urbain. Le premier président de ce conseil urbain de 1951 fut le major Robert Bessac. En 1968, la ville accède au statut de municipalité et fut dotée d'un conseil municipal de 16 membres. Le premier maire de la ville fut l'honorable Gaëtan Duval. Nous avons eu le board des commissaires, avec Sir Virgile Naz comme le premier commissaire de ce board qui a été institué par le gouvernement colonial. Puis nous avons eu le conseil urbain, mais ce n'est qu'en 1968, lorsque la ville de Curepipe a été élevée au statut de municipalité, c'est là que Gaëtan Duval est devenu le premier maire de Curepipe, c'est-à-dire en 1968. Curepipe, la multiple. Curepipe inspire rêves et désirs. Elle a ses artistes, ses écrivains, ses historiens. En voici quelques noms: Malcolm de Chazal, Edmé Le Breton, Raymond de Kerverne, Marcel Cabon, Auguste Toussaint, Guy Rouillard, Charles Giblot-Ducret, Nirmala Lekinaren, Saïd Hosseini, Jeanne Gerval-Larouf. Rencontre. Il y a des lieux que je vois et je me dis si l'on pouvait dresser là une sculpture monumentale. C'est plutôt au niveau du désir dans ce sens-là. Parce que cette chose que je souhaite, est-ce que ça arrivera un jour? Voir une belle sculpture monumentale s'élever au centre-ville, par exemple. Voilà un peu la façon dont Curepipe m'inspire. Cette sculpture, par exemple, elle se veut monumentale. Elle n'est même pas à moitié là actuellement. Et elle est dans la ligne de celle que j'ai créée à la baie du Tombeau, toujours dans cet esprit d'identité. Mais ici, j'ajoute la profondeur de la mémoire, où l'on fouille la mémoire. Vous verrez qu'on entre et on sort de cette sculpture à différentes étapes et aussi à différents niveaux. Comme vous savez, nous avons tous des ancêtres venus d'ailleurs et cette sculpture-là est un hommage à nos ancêtres. Ils vinrent de tous les continents. Mais Curepipe, c'est aussi la ville des forces vives, des associations, des chorales, des clubs.
Dodo, Faucon, Cosmos, des noms à faire chanter dans les stades. Cœur Pipe a aussi l'histoire sportive. Cœur Pipe, c'est aussi les chevaux. C'est aussi le centre équestre Guy Desmarais. Véritable havre pour les chevaux. Et Cœur Pipe, c'est aussi des souvenirs de l'ancien hippodrome de Mangalcan. Mais Cœur Pipe est aussi bourgeoise dans l'âme. Cœur Pipe, avec ses belles demeures, ses grands domaines et ses châteaux. Floréal, quartier des diplomates, des ambassades aussi. Les faubourgs, les cités Robinson, Atli, Malherbe, Quatre-Carreaux, Camp-le-Vieux, Mangalcan, la brasserie. Car il y avait une brasserie de 1871 à 1880 et une plantation de houblon. Le brasseur avait pour nom Charles Hewitzer. Cœur Pipe avait quand même une brasserie à l'époque, d'où cette région qui s'appelle la brasserie. On brassait de la bière ou d'autres boissons alcoolisées. Mais effectivement, avec l'industrialisation, dans la périphérie de Cœur Pipe, on a eu des grosses boîtes qui se sont implantées. Mais quand même, on a eu d'autres opérateurs économiques qui se sont implantés dans le centre de la ville. Les grandes surfaces, par exemple. Ça a commencé à Cœur Pipe. Cœur Pipe est aussi une ville industrielle, avec Floréal Knitwear Limited, deuxième producteur mondial de pullovers. Vient ensuite la United Bus Services, un nom dans le transport en commun. On y fabrique aussi des maquettes de bateaux. Et le thé, lui, a bonne réputation. Le thé, première plantation en 1885 par le gouvernement, avec une ferme expérimentale dont le premier administrateur était M. Joseph Corson. Cœur Pipe, c'est aussi la cinématographie. Ainsi, le 10 novembre 1911, Issoup Khan donna une séance au Palais des Sports. À Light Cinemas débuta lui le cinéma parlant, et c'est à Maurice et Amédée Poupart que l'on doit l'introduction à Maurice du parlant. La mairie. Sa première pierre fut posée par le gouverneur Charles Bruce le 4 février 1902. Elle fut inaugurée le 23 décembre de cette année même. C'était une ancienne demeure qui se trouvait à Valory à Moka et qui avait pour nom Malmaison. Le conseil urbain acheta cette demeure pour la somme de 25 000 roupies. Elle fut démantelée et reconstruite ici, et dans ses combles, elle abrita une station de radio en 1942. La bibliothèque Carnegie fut construite en 1917. C'était un don fait par la Fondation Carnegie de New York. Il y a aussi les pompes municipales,
qui date de 1923. Statue, verdure et beauté. Le jardin municipal. La baie de la Caille. Le poète Paul Jean Toulet. Et le collège royal de Curpipe, qui date de 1888. Le cimetière de Bigara, ouvert en 1875 et fermé le 11 janvier 1889 pour cause d'épidémie de typhoïde. Il fut ouvert ensuite en 1923. Et selon les archives, la première inhumation date du 28 novembre 1875. Le jardin botanique, au lieu de paisibles promenades, acheté par le gouvernement de Monsieur de Châteauneuf le 28 août 1868 pour la somme de 3680 roupies. Première culture, celle du quinquennat. L'église Sainte-Thérèse, première pierre en 1869, terminée en 1872. Tour carrée et nouvelle façade de 1890 à 1891. Monsieur Hankinson a érigé Sainte-Thérèse en paroisse. Le nom a été choisi par l'abbé Comerford parce que sa sœur avait le nom de Teresa dans l'ordre religieux où elle se trouvait à ce moment-là. Mais Curpipe, à l'image de notre société, c'est aussi le pluriel des religions. So come down and help us save all the little ones. Curpipe, c'est également l'optimisme de l'éducation, avec de nombreux collèges. Des collèges privés, des collèges confessionnels, des collèges d'État. Il y a aussi le folklorique tohu-bohu estudiantin à la sortie des classes. Une jeunesse en marche. Au revoir, Curpipe. Du haut de Trosser, en parodiant Napoléon, du haut de cette colline, 3 siècles nous contemplent. Curpipe, ville lumière, ville dortoir, Curpipe qui croit en des lendemains qui chantent.